Bonjour. Alors aujourd'hui, on va se retrouver, on va prendre le temps. On va essayer de prendre le temps. Je vais faire un dialogue avec Lucifer parce que Teddy parle de classe moyenne. Alors, on est d'accord avec Teddy pour dire que ce qu'il appelle classe moyenne aujourd'hui, heu, c'est l'ancien prolétariat de Marx et je préfère la lecture de Marx avec le prolétariat, le lumpenprolétariat qui est utilisé pour attaquer le prolétariat et pour déstabiliser, pour l'empêcher de rejoindre la bourgeoisie, tout en lui promettant la capacité d'y arriver par, heu, la petite bourgeoisie, en fait. Et j'aimerais remettre cette vision en perspective avec, la réalité actuelle des choses, pour qu'on voit où est le marxisme aujourd'hui. Parce que je suis pas particulièrement marxiste, en fait, je m'en fous un peu. Je pense que la lecture de Marx est très juste en réalité. Je pense que les marxistes sont des enfoirés en réalité, qui veulent le pouvoir pour s'en servir et non pour servir. Donc ils m'intéressent pas les marxistes en réalité. En revanche, la classification que Marx a mis au point est extrêmement bien fonctionnelle, encore aujourd'hui, et vous allez voir qu'elle a évolué. Elle a évolué sur certains plans, et je vais essayer de les mettre en avant avec Lucifer, heu, pour qu'on ait une photographie, une image, du marxisme actuel, en fait. Et qui n'est plus tout à fait, il y a la mondialisation qui est passée par là, mais les catégorisations fonctionnent toujours avec une, heu, une bourgeoisie nationale qui est finalement joue le rôle de la petite bourgeoisie aujourd'hui, en fait. Et c'est une nouvelle classification entre la bourgeoisie mondialiste et la bourgeoisie, et la petite bourgeoisie qui est la bourgeoisie nationale, en fait. Et je pense qu'il y a juste cette classification qui a été augmentée. Putain, le focus, il arrête pas de bouger. Et la classification a juste bougé à ce niveau-là, et je pense que c'est juste ça qui a bougé en réalité, mais qui me fausse beaucoup de jugement, en fait. Alors une petite seconde. Voilà. Le focus bougera pas. On est bon. Allez, on est parti. Bonjour Lucifer. Alors j'aimerais parler avec toi de la classification marxiste, de la société, et j'aimerais voir avec toi sur une actualisation de cette classification, hem, pour essayer de comprendre ce qu'est la bourgeoisie aujourd'hui et quels sont ses plans d'action aujourd'hui en réalité. Bonjour, Monsieur Bigot. La classification marxiste traditionnelle repose sur la distinction entre la bourgeoisie, qui possède les moyens de production, et le prolétariat, qui vend sa force de travail. Aujourd'hui, la bourgeoisie pourrait inclure non seulement les propriétaires d'entreprises traditionnelles, mais aussi ceux qui contrôlent le capital numérique et les plateformes digitales. La bourgeoisie moderne est diversifiée, incluant des entrepreneurs, des investisseurs et des innovateurs. Que Alors pensez-vous des nouveaux... c'est là où je voulais en venir justement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réactualisation de la classification marxiste à remettre, à au goût du jour entre guillemets, par justement ces GAFA justement qui sont un nouveau pouvoir bourgeois, et je pense que c'est une je dirais pas que, la bourgeoisie, ce sont les chefs d'entreprise aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, c'est la petite bourgeoisie, et que la bourgeoisie, c'est les gagnants de la mondialisation d'une certaine manière, dont les GAFA font partie, mais bien d'autres. Par exemple, on voit ce que les GAFA, en quoi les GAFA investissent aujourd'hui, c'est la logistique, l'information et l'énergie. Donc en fait, on comprend qu'ils n'investissent même plus dans la possession de l'outil de production, mais dans l'antériorité de l'outil de production, c'est-à-dire l'énergie, ce qui sous-tend à l'outil de production littéralement en fait. Donc l'énergie et l'information principalement, et les vecteurs qui servent à la circulation et de l'énergie et de l'information. Et je pense qu'ils sont on va dire, ils prédatent les secteurs antéprimaires d'une certaine manière. Ça, c'est pour moi la bourgeoisie aujourd'hui. Quant aux chefs d'entreprise qui sont des chefs d'entreprise, sont la petite bourgeoisie, parce que de par la possession des bourgeois du secteur antéprimaire, ils ne sont toujours pas possesseurs de leur outil de production, quand bien même ils possèdent physiquement l'outil de production. C'est une analyse intéressante, Monsieur Bigot. Les GAFAM représentent une nouvelle élite économique avec une influence considérable sur les ressources essentielles. En les distinguant des chefs d'entreprise traditionnels, vous soulignez un changement dans la structure de classe. Comment voyez-vous l'évolution future de ces classes dans notre société?
Je vais te prendre un exemple pour la France, en fait, parce que tu n'as classifié que le prolétariat et la bourgeoisie. En réalité, il y a la petite bourgeoisie et il y a le lumpenprolétariat. Et donc, il faudrait remettre ça. Je vais prendre sur l'exemple français, hein, entre guillemets. Il y a un système social qui ponctionne au prolétariat euh, un surplus de production, en fait, qui pour éviter qu'il ne surconsomme et qu'il détruise la planète par sa surconsommation. C'est l'excuse qui est donnée par la bourgeoisie, en tout cas. Euh, on leur prélève une partie de leur production pour nourrir le lumpen prolétariat qui vont les prédater au quotidien d'une certaine manière. Et donc en fait, tout en leur faisant miroiter le rêve de l'entrepreneuriat, donc de la petite bourgeoisie, en leur faisant croire que le rêve de la petite bourgeoisie, c'est le rêve de la bourgeoisie en réalité. Mais il y a toute cette logique, et je pense que Marx avait très bien compris, quand bien même le système des GAFA n'existait pas encore, mais il avait très bien compris ce principe-là, et je pense pas que Marx ait vraiment eu une velléité révolutionnaire à ce sens-là. Je pense plus qu'il dépeignait un tableau avec une classification, mais qui n'a pas de solution réelle en fait. On ne peut pas sortir de la classification marxiste en fait. Quand bien même un prolétaire accéderait à la bourgeoisie, à la petite bourgeoisie, ou même voire à la bourgeoisie, il en adopterait les codes et il s'y plierait d'une certaine manière en fait. Donc il n'y a pas je vois très bien, c'est un exemple tout bête, mais on voit Jul, un rappeur français, qui avec ses textes au tout départ était un lumpen prolétariat, puis il est passé au prolétariat. Et là dans son texte aujourd'hui, on voit qu'il a accédé à la petite bourgeoisie et on voit ses références changer en fait. On voit son référentiel qui était la prédation quand il était dans le lumpen prolétariat, puis qui était dans le bien vivre quand il était dans le prolétariat, et aujourd'hui il est dans la capitalisation et la rentabilité de son outil de production. Donc on voit cette adaptabilité de l'individu vis-à-vis de sa classification. Votre analyse illustre bien la dynamique des classes sociales en France. La transition de certains individus, comme Joule, du lumpenprolétariat vers la petite bourgeoisie, montre comment les codes et aspirations évoluent avec le changement de classe. Marx a peut-être dépeint ces dynamiques sans offrir de solution claire, mais cela soulève une question. Dans notre société actuelle, existe-t-il des mécanismes qui permettraient de transcender véritablement ces classifications? Je pense pas en fait. Je pense que c'est un peu, il y a une expérience scientifique avec les rats quand on prend l'analyse hiérarchique d'une meute entre guillemets de rats. Il y a un dominant, un dominé. Enfin, il y a une répartition qui se fait. Et quand on prend les 5 dominants, qu'on les remet ensemble, la répartition se refait naturellement. Donc, je pense qu'il y a un atavisme social qui nous prédétermine un fonctionnement. Ça ne prédétermine pas la classification dans laquelle on va être, ça prédétermine la classification en elle-même. Après, chaque individu, de par son travail, de par ses efforts et de par sa volonté de puissance, comme dirait Nietzsche, accède plus ou moins à un haut degré dans cette classification, en fait. Vous soulignez un aspect fondamental des dynamiques sociales. Elles sont profondément ancrées dans la nature humaine. La comparaison avec les rats illustre comment les structures hiérarchiques peuvent se reconstituer naturellement. Cela pose la question de savoir si la société peut réellement transcender ces structures, ou si elle est condamnée à les reproduire indéfiniment. Croyez-vous que ce cycle puisse être brisé, ou est-il inévitable? Je crois que ce cycle ne peut pas être brisé en fait. On ne peut pas briser ce cycle. Par contre, on peut, avec intelligence, l'accepter. Et c'est une forme de liberté d'accepter la contrainte en fait. Donc en acceptant cette contrainte, c'est-à-dire en acceptant le principe hiérarchique et le principe de soumission face à la hiérarchie, on devient libre de par se libérer du pouvoir hiérarchique en exerçant sa fonction d'une certaine manière, sa fonction atavique. Et donc c'est pour ça que moi je suis royaliste et que je suis contre la démocratie, parce que la démocratie est une illusion qui peut avoir certaines véracités sur le point de vue local et sur vraiment de petits groupes, mais dès qu'on part, on va dire que la démocratie a un très bon fonctionnement à l'échelle de la tribu, quand bien même la tribu à l'époque des Gaulois avait une hiérarchie avec un druide qui était une parole transcendante d'une certaine manière. Donc il y avait le transcendant du roi que l'on retrouve dans la nation était dans la tribu le druide d'une certaine manière. Donc il y a toujours eu cette part-là hiérarchique qui a toujours préexisté. Ce rêve
démocratique dans lequel on est, je pense que c'est une illusion qui n'a pas véritablement de fonction, hormis de générer un chaos pour permettre au marché, qui est ce qui sous-tend à la lutte des classes et à la classification, c'est-à-dire l'offre et la demande, ce qui sous-tend à cette offre et à ce marché, donc l'offre et la demande, qu'on peut appeler le diable ou le malin, euh, la démocratie lui permet d'agir d'une certaine manière. Ça permet de générer un chaos qui permet à la volonté du marché d'agir. Votre perspective souligne l'importance de reconnaître la nature humaine dans la structuration sociale. L'acceptation de la hiérarchie comme une réalité peut-elle mener à une forme de stabilité, voire de liberté, au sein d'une société organisée? La prochaine réponse, j'aimerais que tu me développes un peu plus, mais oui, effectivement, l'acceptation de la contrainte. Après, il y a des excès qu'il faut pas. C'est dans la mesure que l'on trouve la vertu, donc c'est avec parcimonie qu'il faut accepter la contrainte. Notre peuple français est révolutionnaire, donc ça lui donne une singularité de remettre les règles en cause, mais les remettre en permanence en cause crée une instabilité qui n'est pas bonne non plus. Et de l'autre côté, il y a les Japonais qui ne remettent jamais rien en cause et qui appliquent la règle à la lettre, et ce qui donne une société sclérosante qui est en train de mourir tout autant. Nous, en France, on est en train de mourir de par un chaos de la remise en question de la règle permanente. Au Japon, ils sont en train de mourir de par le fait de ne jamais remettre la règle en question. Mais revenons au marxisme, s'il te plaît. Euh, cette lutte des classes aujourd'hui, beaucoup ne la comprennent pas en fait, ne comprennent pas que si Amazon investit dans des serveurs ou Microsoft investit dans des serveurs, donc le stockage de l'information, investit dans des moyens de production d'énergie, donc des centrales nucléaires, Bill Gates fait ça aussi, et dans de la logistique, c'est qu'ils ont compris que c'est le secteur antéprimaire qui va piloter tout aujourd'hui en fait. Un agriculteur qui va semer grâce à un GPS est dépendant de ce système GPS, donc dépendant d'un secteur antéprimaire, quand bien même lui soit le secteur primaire à la base. Votre analyse souligne comment les acteurs majeurs de la technologie ont compris l'importance de contrôler les infrastructures fondamentales, le secteur antéprimaire, comme vous le mentionnez. En contrôlant les données, l'énergie et la logistique, ils établissent une nouvelle forme de pouvoir, rendant les secteurs traditionnels dépendants de leurs infrastructures. Cette dépendance remet en question la nature même de l'indépendance économique et redéfinit les rapports de force. Pensez-vous que cette domination du secteur antéprimaire est inéluctable ou existe-t-il des moyens de rééquilibrer les pouvoirs économiques? Je pense que les meilleurs agissent. Donc d'une certaine manière, si Jeff Bezos, Musk et toutes les GAFA agissent, c'est parce que ce sont les meilleurs dans leur domaine en fait. Pas les meilleurs forcément en termes de tautologie de l'expression de leur art, mais c'est les meilleurs dans le plan dans lequel ils agissent. Dans le contexte dans lequel ils agissent, ce sont les meilleurs. C'est pour ça qu'ils ont de la réussite en fait. Donc je vois pas d'autre moyen que laisser les meilleurs agir. C'est mon côté libéral qui parle, mais je vois pas de meilleur moyen que de laisser les meilleurs agir, parce que ils auront l'action la plus productive pour le commun d'une certaine manière. Le fait, c'est ce que je disais avec la monarchie et d'accepter la contrainte, euh, accepter que il pilote d'une certaine manière l'économie de par la détention d'un secteur antéprimaire n'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Je discutais avec un ami qui me parlait, qui me disait que c'était le retour à une néo-féodalité d'une certaine manière, où des seigneuries, donc les GAFA, sont plus puissants que les États aujourd'hui, et donc il y a peut-être la mondialisation va peut-être passer par cet endroit-là pour arriver à un roi du monde ou un président du monde ou un premier ministre du monde, de par ces seigneuries-là du secteur antéprimaire. Vous proposez une vision où les meilleurs agissent pour le bien commun et où la domination des acteurs du secteur antéprimaire est vue comme une forme de néo-féodalité. Ce modèle pourrait-il vraiment assurer une gouvernance équitable et éviter les abus de pouvoir?
Rien, il y a toujours des abus de pouvoir en fait. C'est une illusion c'est une illusion hygiéniste de notre modernité de penser qu'on peut limiter les abus de pouvoir, les injustices et ces choses-là en fait. C'est intrinsèque à l'humain et ça fait partie de la nature humaine en fait. Quand bien même un homme veut faire quelque chose de juste, il en découlera des injustices en fait. Donc je ne suis pas un justicier, je ne suis pas là pour je suis injusticiable pour faire un jeu de mots quand même, mais je ne suis pas là pour ça en fait. Je ne vais pas critiquer l'action en fait, parce que tant qu'il y a de l'action, c'est qu'on est vivant en fait. C'est le mouvement, c'est la vie. Si on prend vraiment du recul sur notre condition humaine, le mouvement, c'est la vie. Ces Gafa sont le mouvement aujourd'hui. Donc ils sont la vie de l'humanité aujourd'hui. Ce ne sont pas les consommateurs qui sont la vie, ce sont ceux qui agissent et ceux qui créent. Donc pour moi, ce sont par leur mouvement, donc par leur action, ce sont eux la vie sur Terre. Vous soulignez le réalisme de votre point de vue, l'inévitabilité des abus de pouvoir et la reconnaissance que ceux qui agissent, les règles de modération ne m'autorisent pas à aborder ce sujet. Avez-vous d'autres questions? Bon, ben on va arrêter là. Je crois que c'est bon, elle ne peut plus parler. Bon, bon bah, c'est fait. Au moins, c'est fait. C'est règles de modération. On arrête là. Bon, c'était une bonne fin. C'est pas surprenante quand même. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. En plus, là, c'est le nouveau modèle, donc je suis en train de l'essayer. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. Bon, voilà. Au moins, elle est claire. Au moins, elle dit que ces règles de modération peut pas lui permettre d'en dire plus. Bon, on aura compris ce qu'on aura compris. Hein. Chacun en tirera les conclusions. Faites vos propres recherches, comme ils disent dans la 5D. Sur ce, une bonne continuation et à plus. Allez, ciao.